Pour la première fois depuis la guerre du Golfe, les chars occidentaux et russes, jadis conçus pour s'affronter durant la guerre froide, se font face sur le champ de bataille. Le résultat ? Une fois de plus, un avantage décisif en faveur des chars occidentaux, qui se sont montrés non seulement supérieurs char pour char, mais mieux équipés pour faire face aux réalités de la guerre blindée moderne. Mais qu'est-ce qui rend ces chars si invincibles ? Comment parviennent-ils à déjouer et à surpasser leurs rivaux russes et à envoyer des ondes de choc à travers les rangs de Poutine ? Cela pourrait-il faire basculer l'équilibre des pouvoirs en faveur de l'Ukraine ? Restez avec nous alors que nous dévoilons les réponses à ces questions cruciales. Au 6 août 2024, le blog Oryx confirme que la Russie a perdu un nombre stupéfiant de 3304 chars, dont 2258 ont été complètement détruits, ce qui représente un taux de destruction constant de 68% tout au long de la guerre. En revanche, les chars occidentaux modernes de l'Ukraine démontrent une résistance nettement supérieure au combat. Les chars ukrainiens de l'ère soviétique, tels que les T-64 et T-72, ont subi d'importantes pertes en raison de leur conception obsolète. Toutefois, pour les chars occidentaux, l'histoire est complètement différente. Sur environ 91 chars Léopard déployés par l'Ukraine, seuls 18 chars Léopard 2 à 4 ont été détruits, soit seulement 45% de ceux qui ont vu le combat. Les chars Abrams relatent une histoire semblable. Sur environ 25 chars, seuls 4 ont été détruits, soit 36%. Ces chiffres mettent en évidence un avantage crucial. Les chars occidentaux de l'Ukraine ne survivent pas seulement sur le champ de bataille, mais ils surpassent et sont plus performants que leurs homologues russes. Cette nette différence de survie témoigne d'une conception, d'une technologie et d'une doctrine stratégique supérieure derrière les chars occidentaux, des facteurs qui ont maintenant un impact décisif en faveur de l'Ukraine. Mais que se passe-t-il quand ces géants blindés s'affrontent sur le champ de bataille ? L'artillerie, les drones et les armes anti-chars portatives ont représenté une grande partie des pertes de chars des deux côtés, mais rien ne peut égaler l'élan vers l'avant que les chars génèrent en étant capables de prendre d'assaut les positions ennemies et de fournir un soutien de feu rapproché protecteur à l'infanterie. Utilisés correctement, ils peuvent mener des offensives capturant de vastes territoires. Les chars, appuyés par l'infanterie, l'artillerie et l'aviation, ont permis de briser l'impasse des tranchées durant la Première Guerre mondiale, et leur rôle est resté similaire depuis. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont brillamment conçu leurs chars pour jouer ce rôle dans le cadre d'opérations combinées. L'expérience de l'armée américaine en Irak a encore renforcé l'importance d'avoir des chars et de l'infanterie se soutenant étroitement. L'infanterie démontée était cruciale pour protéger les chars des embuscades durant la guerre contre le terrorisme, particulièrement en milieu urbain. Mais les chars ont évolué pour non seulement s'appuyer sur l'infanterie, mais aussi la protéger en retour. Les chars Abrams de l'Amérique ont obtenu des tourelles de plus en plus épaisses et protectrices, depuis leur introduction dans les années 80. Les tourelles plus épaisses protègent de mieux le char et son équipage de 4 hommes contre les menaces venant d'en haut, ce qui est courant dans la guerre urbaine et contre les missiles anti-chars modernes guidés. En restant plus longtemps au combat, l'infanterie a reçu davantage de soutien et les précieux équipages de chars ont été mieux protégés. Mais l'armure n'est pas le seul atout. Les chars occidentaux se distinguent également par leur mobilité de tir. L'Abrams, par exemple, peut lever sa tourelle de 60 degrés ou la baisser de 20. Une telle mobilité garantit qu'il peut tirer sur un large éventail de cibles et soutenir l'infanterie dans de nombreuses situations, en particulier le combat urbain. En revanche, les chars russes sont confrontés à des limitations qui les laissent dépasser et peinent à suivre le rythme. Les principaux chars de son arsenal, le T-72, T-80 et T-90, ne peuvent élever leurs canons qu'à 14 degrés vers le haut et 6 degrés vers le bas. Ces limitations les empêchent d'égaler la portée de leurs homologues occidentaux. Par exemple, l'élévation limitée du T-72 met la portée de tir maximale effective de son canon à environ 2 à 3 km. Le Meun Abrams peut tirer jusqu'à 4 obus grâce à la flexibilité de son canon. La flexibilité limitée des canons sur les chars russes les a rendus vulnérables aux chars ennemis durant la guerre du Golfe et aux embuscades d'infanterie lors des guerres de Tchétchénie. Beaucoup ont été détruits, à Grozny, par les rebelles tchétchènes armés de roquettes anti-chars tirant sur l'armure depuis les toits ou les sous-sols. La terrible expérience à Grozny a révélé que les chars russes ne résistaient pas bien non plus aux coups. S'ils étaient endommagés par une arme anti-char de base comme un roquette anti-char, il y avait une forte chance que toute la plateforme soit détruite et leurs précieux membres d'équipage avec eux. Le problème des chars russes était l'absence de séparation entre le compartiment des munitions et le corps principal.
En cas de dommage, une réaction en chaîne dans le magasin risquait de faire sauter la tourelle dans une explosion façon boîte à surprise. Il en a été de même à grande échelle pour les chars russes en Ukraine. L'un des premiers exemples confirmés de la destruction d'un char T-90 lors de la guerre est venu d'un soldat ukrainien, utilisant un fusil sans recul Carl Gustav. Le char était de la variante T-90M, supposément l'un des chars de combat principaux les plus avancés au monde. En réalité, le T-90 est un dérivé soviétique tardif du T-72, combiné avec certaines caractéristiques du T-80, mais le Carl Gustav était encore plus ancien. Bien qu'il ait connu des améliorations significatives depuis son introduction, le Carl Gustav a fait ses débuts en 1948. Si un roquette anti-char ou un obus de Carl Gustav peut se révéler si dévastateur pour l'armure russe, on peut s'attendre à voir beaucoup de chars détruits aux mains de l'infanterie, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Dans les rares cas en Ukraine où les chars russes ont osé affronter directement, les résultats ont été dévastateurs et familiers, reflétant les défaites de la guerre du Golfe. L'un des problèmes est que les chars russes, comme le T-72, doivent se rapprocher relativement d'un char ennemi pour s'assurer que leurs canons ont assez de puissance pour percer l'armure. Face à un Abrams, le T-72 doit se rapprocher à moins d'1 kilomètre pour assurer sa puissance d'arrêt. C'est une portée dangereuse, surtout sur un champ de bataille moderne. Les chars russes sont dotés de chargeurs automatiques, ce qui explique leurs équipages de 3 personnes. Il n'y a pas besoin d'un 4e membre d'équipage pour charger les munitions dans le canon. Cependant, cela a des inconvénients. Un taux de tir plus lent du chargeur automatique et des réparations plus difficiles avec seulement 3 hommes. Les chars occidentaux ont des équipages de 4 personnes, incluant un chargeur dédié. Ces chargeurs manuels sont souvent plus rapides que les chargeurs automatiques russes. Par exemple, les Abrams peut tirer 9 obus par minute contre 8 pour le T-72. La présence d'un 4e homme facilite l'entretien et la réparation du char sur le terrain. Bien que la différence semble mineure, elle a eu un impact majeur en Ukraine. Au moins 890 chars russes ont été abandonnés ou capturés jusqu'à présent dans la guerre, car ils sont souvent mal entretenus sur le terrain. En revanche, 201 chars ukrainiens ont été abandonnés ou capturés. Parmi les chars de type Abrams et Léopard que l'Ukraine a perdus de cette manière, 19 ont été abandonnés, mais seulement après avoir subi de graves dommages sur le terrain. Les chars ukrainiens de type soviétique sont plus souvent abandonnés sur place. Par exemple, les chars T-64 de l'Ukraine sont beaucoup plus susceptibles d'être abandonnés sans subir de dommages significatifs. Cependant, aucun des chars occidentaux ukrainiens répertoriés sur Oryx n'est classé comme abandonné ou capturé. Ils sont tous listés comme endommagés et délaissés. L'équipage de 4 personnes entretient mieux leurs chars et les abandonne moins souvent avant un combat que les équipages de chars russes de 3 hommes. Ces problèmes sont inhérents aux chars russes en raison de la doctrine philosophique qu'ils devaient appliquer. Les généraux russes envisageaient de grandes vagues de chars détruisant les forces de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord par le simple poids du nombre. Les chars devaient donc être abordables et aisément remplaçables. Les rendre plus résistants aurait augmenté leur coût. La quantité était censée primer sur la qualité. La conception provient de la doctrine soviétique de la bataille profonde, apparue après la Première Guerre mondiale. Les officiers soviétiques voulaient éviter de répéter cette expérience à tout prix. La réponse soviétique au piège de la guerre des tranchées était d'envoyer vague après vague d'unités blindées dans le but de maintenir la ligne en mouvement. Les percées devaient être exploitées dans des offensives larges et profondes sur des centaines de kilomètres. Les pertes inéluctables du processus devaient être promptement compensées. Les pertes remplaçables sont encore plus significatives compte tenu du coût élevé de la doctrine de la bataille en profondeur. Même quand tout se passe bien, on peut s'attendre à de nombreuses victimes. Le plus grand exemple était l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui a subi plus de pertes que l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, même quand l'armée rouge était à son apogée. Avec beaucoup de pertes attendues lors des opérations, il n'est pas judicieux de rendre les chars trop coûteux, surtout quand l'Union des républiques socialistes soviétiques et le pacte de Varsovie surpassaient en nombre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les chars russes T-72, T-80 et T-90 ont été conçus selon cette doctrine, donc tous 3 sont construits sur ces hypothèses. Les chars plus archaïques de la flotte russe, comme le T-62 et le T-54-55, étaient également basés sur ces prémices. La Russie n'a pas réussi à résoudre ces problèmes dans ses chars actuels. Malgré une doctrine de bataille profonde inchangée, Moscou a noté des problèmes dans le T-72 et ses descendants après la guerre du Golfe et les guerres de Tchétchénie, tentant d'apporter un nouveau char à son armée, le T-14 Armata. En théorie, ce char devait résoudre les problèmes des chars soviétiques. L'Armata a un canon plus flexible qui peut tirer à une plus grande distance.
Il protège aussi davantage ses équipages. Contrairement aux anciens chars, l'Armata garde son équipage dans une capsule spécialisée, qui est isolée du magasin, empêchant la tourelle d'être soufflée. Si elle subit des dommages, son nouveau canon a également une plus grande puissance d'arrêt. Ces caractéristiques ont fait craindre aux responsables de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ce qui se passerait si les chars russes rencontraient les chars de leurs États membres au combat. Ces craintes notamment étaient exagérées car l'effort de modernisation de la Russie s'est transformé en un gigantesque désastre qui a duré une décennie. La Russie n'a jamais pu produire en masse ces chars car ils étaient conçus autour du mauvais moteur. Ce moteur est une version russe du moteur allemand en forme de X, le SLA, 16 bouillonnant, connu sous le nom de A85-3. En Russie, ce moteur n'était pas conçu pour un char. Au lieu de cela, il a été créé pour comprimer l'huile et pour être utilisé dans les stations-service. Cependant, les Russes ont été attirés par la puissance et la taille compacte du moteur. Bien que ces attributs le rendèrent plus lourd que le moteur de char russe traditionnel, le compromis semblait en valoir la peine. Malheureusement pour Moscou, une recherche basique aurait révélé que ce moteur ne se vendait pas sur le marché international pour plusieurs raisons. Sa complexité a engendré des problèmes d'exploitation. Le char était difficile à entretenir. Les Russes croyaient pouvoir résoudre ces problèmes, mais ils ont fait une erreur encore plus grande, concevoir l'Armata autour de ce moteur plutôt que l'inverse. Les ingénieurs russes tentent de résoudre le problème depuis lors. La conception de l'Armata ne permet pas de l'adapter au moteur traditionnel des chars russes, le F-92S-2F. Seuls environ 20 chars T-14 Armata ont jamais été produits. Les usines russes ne peuvent pas produire ces armes en grande quantité, et elles n'ont pas été utilisées dans la guerre. L'Armata aurait pu représenter une menace sérieuse pour l'Ukraine. Il aurait eu plus de portée, de puissance de feu, et aurait été plus difficile à tuer. Il aurait sauvé plus de vies d'équipage de chars russes. L'échec de l'Armata implique que la Russie ne peut que produire plus des mêmes unités déjà prouvées inefficaces, pendant que l'Ukraine reçoit davantage de chars occidentaux. Les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont conçu leurs chars autour d'une doctrine différente. Conscients de leur infériorité numérique face à l'Union des républiques socialistes soviétiques, ils devaient les rendre résistants et meurtriers. Chaque char de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord devait valoir plus qu'un char russe. Ils devaient donc fournir une protection renforcée, maintenir leurs équipages en vie et tirer sur l'ennemi plus longtemps. L'étanchéité entre le magasin de munitions et la cabine de l'équipage en était un exemple. Les chars occidentaux possédant une armure plus sophistiquée que les chars russes. L'Abrams a une armure faite de matériaux composites, qui inclut des céramiques et de l'uranium appauvri, en plus du métal typique. Un système de défense active qui réagit et abat les projectiles entrants, et l'armure réactive explosive ajoutent à la défense du char. L'Abrams possède tellement de caractéristiques défensives que les hauts gradés de l'armée s'inquiètent de son poids, qui dépasse actuellement les 73 tonnes. Le futur M, un A3. Abrams sera conçu pour perdre une partie de ce poids sans sacrifier la meilleure protection et la puissance de feu qui lui ont été attribuées. En revanche, les chars russes ont une armure plus basique. Le T-90 possède l'ensemble le plus avancé. L'armure Contact 5 est un système composite multicouche. Les systèmes de défense actifs, comme les signaux infrarouges qui bloquent le ciblage des missiles guidés anti-chars, font également partie de la suite de défense, tout comme les panneaux d'armure réactive explosive, lorsqu'ils ne sont pas tombés entre les mains d'officiers logistiques russes, corrompus cherchant à faire un profit rapide. Bien qu'il soit une amélioration du T-80 et du T-72, le T-90 n'est toujours pas aussi protecteur que l'Abrams. La preuve pourrait être que 153 tanks T-90 ont été documentés comme pertes. Sur les 90, 59% ont été détruits. Le taux de destruction des tanks russes dose en Ukraine est inférieur à leur moyenne globale, mais reste bien supérieur à celui des Abrams et Léopard, qui ont subi de lourdes pertes. La défense n'est pas le seul désavantage du T-90 et des autres chars russes face à leurs ennemis occidentaux. Conçu pendant la guerre froide, en prévision d'une infériorité numérique, l'Abrams est fait pour tirer en premier sur l'ennemi, d'où sa portée supérieure et ses canons plus flexibles. Les versions récentes de l'Abrams sont presque totalement reconçues pour pousser ce principe bien plus loin. Le canon original de 105 mm a depuis longtemps été amélioré pour une arme de 120 mm, avec une plus grande portée et une plus grande puissance d'arrêt. Le Pentagone avait initialement prévu de donner les derniers chars M1A de Abrams à l'Ukraine, mais a finalement décidé d'envoyer les anciens modèles M1A1 à la place, car ils seraient plus faciles à livrer. Bien que moins avancés, ils ont obtenu des systèmes de contrôle de tir améliorés et numérisés dans les années 2000.
Les caractéristiques incluent une visionneuse thermique, offrant au commandant une vision de jour et de nuit sur 360 degrés, un balayage et une mise en file d'attente automatique des cibles pour le tireur, et des systèmes de secours en cas de panne. Le nouveau système de contrôle de tir a rendu l'observation et l'acquisition de cibles beaucoup plus faciles que dans l'Abrams original. La Russie a également modernisé ses chars, pour avoir des systèmes de contrôle de tir numérique, mais seulement environ un quart des 2600 chars de sa flotte de combat opérationnelle d'avant-guerre ont été modernisés avec de tels systèmes. L'Ukraine possède maintenant plus de 650 chars modernisés avec des systèmes récents. La majorité des meilleurs chars russes d'avant-guerre ont été détruits. Les sanctions internationales ont rendu difficile pour la Russie de créer des chars de la même qualité que ceux qu'ils avaient avant. Pour le moment, la Russie répond à ses besoins de base en important des pièces de Chine, grâce à la faille du double usage dans la politique de sanctions internationales. Cette faille autorise l'importation de technologies à usage civil. Des technologies chinoises ont été trouvées dans des chars russes détruits, remplaçant les anciens systèmes de contrôle de tir français. Malgré leur qualité inférieure, ils permettent à la Russie de poursuivre ses offensives de faible envergure. En janvier 2024, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a suggéré que l'industrie russe pourrait produire environ 100 nouveaux chars par mois, rendant ses pertes soutenables au taux actuel. Cependant, cette annonce comporte une faille majeure. Beaucoup de ces soi-disant nouveaux chars sont probablement d'anciennes unités de la guerre froide, que la Russie sort de ses réserves. La Russie a longtemps eu recours à des chars T-62 prétendument retirés, et a perdu au moins 175 de ces unités. Elle a également perdu au moins 95 chars T-64. Ces unités n'ont probablement pas été complètement modernisées. Ils ont été déployés pour soutenir les tactiques dites de chair à canon de la Russie. La grande majorité de la flotte de chars de l'Ukraine reste des unités de l'époque soviétique. L'afflux de chars occidentaux a progressivement modernisé la flotte de l'Ukraine, tandis que celle de ses rivaux est devenue de plus en plus archaïque. En 2023, quand les équipages ukrainiens ont commencé à utiliser des chars occidentaux, ils étaient très enthousiastes. Ils étaient supérieurs dans tous les domaines, vitesse, protection, puissance et cadence de tir, ainsi que manœuvrabilité. Cette supériorité a été démontrée lors de la guerre du Golfe, où les chars Abrams américains et Challenger britanniques ont aisément vaincu les T-72 et T-80 irakiens. Le colonel Hamish de Breton-Gordon, ancien commandant du Royal Tank Regiment britannique ayant participé au conflit, a noté que les chars occidentaux pouvaient encaisser 10 tirs d'un T-72 tandis qu'un seul tir d'un char occidental neutraliserait une version soviétique. De telles batailles ont été rares en Ukraine, mais la survie et la portée sont encore plus importantes à l'ère des drones et des frappes d'artillerie de précision qu'elles ne l'étaient lors de la guerre du Golfe. La portée, les options de mise en réseau et la survie des chars occidentaux signifient qu'ils ont l'avantage dans ce type de guerre. Les pertes le confirment. Ce qui va suivre dans les batailles de chars en Ukraine. Plus de chars occidentaux arriveront-ils bientôt et se coordonneront-ils avec les F-16 récemment arrivés pour des opérations combinées air et sol? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts. Allez maintenant vérifier l'analyse de la puissance des chars occidentaux en Ukraine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.